Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al Maraibiya. Quel plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Ça sera dans la continuité bien évidemment de cette couverture spéciale et merci de votre fidélité. 1515, c'est la bataille de Marignan et c'est aussi l'année où l'Algérie est prise par les Ottomans, une forte présence turque en Algérie. 3 siècles plus tard, vous le savez, 1830, l'Algérie est colonisée par les Français jusqu'en 1962, où elle obtiendra son indépendance, 132 ans de colonisation. Une guerre qui opposera les indépendantistes algériens, dirigés par le FLN, le Front de Libération Nationale, aux colonisateurs français. Une indépendance qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, une guerre qui durera près de 8 ans. Ce sont des centaines de milliers de morts. Encore aujourd'hui, des millions de personnes sont concernées par cette guerre. Même si la guerre s'est terminée il y a maintenant plus d'un demi-siècle, la mémoire de cette guerre est toujours vivante, et ce, dans les deux camps. Avec nos invités ce soir, nous essaierons justement de comprendre, d'apporter des éclaircissements et des éléments de réponse sur cette relation franco-algérienne qui pèse, une relation très difficile à définir et à comprendre. Depuis février dernier, en Algérie, ce sont des millions de personnes, d'enfants, d'adultes, de familles, de jeunes et même des bébés qui sont dans la rue aux 4 coins du pays. Une mobilisation qui rapidement a traversé la Méditerranée avec des dizaines de milliers de franco-algériens qui manifestent chaque dimanche, notamment à Paris, mais aussi au Canada, en Angleterre, en Belgique ou encore aux États-Unis. Depuis le début de cette révolution algérienne, ça fait maintenant 8 mois, l'Élysée, Matignon, le président français Emmanuel Macron font preuve de la plus grande prudence. Tout commentaire public est évité. Le seul et unique message, le souhait que la présidentielle se déroule bien. Alors discrétion, prudence, peu de réaction de la classe politique et des médias. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir à vous 4 messieurs. Brahim Mansour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je rappelle, vous êtes consultant en géopolitique et relations internationales et on a le plaisir aussi de vous voir sur une grande partie des plateaux de nos confrères pour évoquer cette révolution algérienne. Avec nous, Jean-Baptiste Rivoire, bonsoir à vous. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, j'ai envie de dire un vrai journaliste, puisque vous êtes journaliste d'investigation et vous allez à la recherche de l'information. Vous ne faites pas comme certains confrères. Vous ne copiez pas, je rappelle, il y a quelques années, mais c'est toujours d'actualité. Vous avez publié à la Découverte, aux éditions La Découverte, France-Algérie, crimes et mensonges d'État. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Ça se lit à plusieurs reprises, ça se lit peut-être pas d'une seule traite, mais en tout cas, on en apprend énormément. Saïd Effat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes militant associatif et vous êtes conseiller municipal à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Et avec nous, Asdine Taibi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Vous êtes maire Parti communiste français à Stein, dans le 93. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose, c'était dimanche dernier, nous allons écouter maintenant les réactions des manifestants. Il y avait des manifestants et manifestantes. Il y avait une grande marche, notamment pour rendre hommage à cette grande date qui est le 5 octobre 88. Alors, on me dit que le sujet arrive. Peut-être une réaction sur Saïd Effat, sur ce mouvement. Depuis maintenant qui dure depuis plusieurs mois. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous évoque ce mouvement? C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, puisque peu de monde pouvait s'imaginer que le peuple algérien allait se soulever de cette manière, de la façon la plus pacifique. Une telle organisation, une telle discipline, et aussi beaucoup de ferveur, d'enthousiasme, malgré la situation qui est quand même très, très difficile. Et malgré ce qu'a subi le peuple algérien depuis de nombreuses décennies, mais il y a toujours cette volonté et il y a cette soif d'une véritable transformation, d'un véritable changement dans la société et surtout dans la conduite des affaires de ce pays. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Algériens résidant à l'étranger, on a aussi ce devoir d'être à leur côté, de les soutenir et aussi de contribuer à cette révolution pacifique, à cette révolution qu'on a surnommée la révolution du sourire. On peut lui donner tous les qualificatifs, mais en tout cas, c'est une révolution qui se passe dans le sourire et dans le pacifisme. Voilà. Jean-Baptiste Rivoire, vous êtes français, mais pas d'origine algérienne ce soir. Vous êtes le seul sur ce plateau, si je ne me trompe pas, puisque, monsieur le maire, j'ai eu le plaisir déjà de vous rencontrer. Vous êtes franco-algérien. Quel regard vous avez sur ce mouvement maintenant qui dure depuis 8 mois, c'est inédit, même dans le monde? Un petit peu comme Saïd, je crois qu'il y a énormément d'Algériens. On parle de millions de gens là, dans la rue depuis des mois qui ont réussi à pas déraper vers quelque chose de violent, ce qui est un exploit.
parce qu'évidemment le régime aurait pu s'en servir pour réprimer. Et puis, je ne sais pas si c'est arrivé récemment dans l'histoire de l'Algérie d'avoir autant de monde dans la rue. Effectivement, des gens qui sont différents. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes idées politiques, mais on a l'impression qu'il y a maintenant ce propos qui est de dire il faut que ce système change, il faut qu'il y ait un état de droit. Enfin, je ne vais pas parler à leur place, mais bon, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est vrai que quand on a travaillé 10 ou 15 ans, notamment sur l'époque de la sale guerre, quand on sait la violence qu'a subi ce peuple depuis une vingtaine d'années, voilà, c'est assez émouvant de voir les gens sortir dans la rue et réclamer de la justice, quoi. Aziz Taibi, vous êtes maire, je rappelle, de la ville de Stein, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Pareil, peut-être une réaction sur ce mouvement. Et une deuxième question pour vous. Alors, tous les dimanches, effectivement, la place de la République, au cœur de Paris. Et là, on est fidèles, les Franco-Algériens sont fidèles, mais pas que. Il y a aussi la diaspora franco-française qui est présente, les habitants de ce pays. Donc, vous pouvez réagir sur ce mouvement. Mais est-ce que vous, au quotidien, en tant que maire, vous le vivez avec notamment ces nouvelles générations de jeunes Français d'origine algérienne? D'abord, moi, je partage. On assiste à une mobilisation assez exemplaire. Dont on ne pensait pas que ça allait arriver avec une telle ampleur. Et puis une mobilisation très populaire. Et ça, je pense que c'est important. Et du coup, ça montre à quel point l'Algérie est aussi marquée avec un ancrage très, très populaire. Toutes générations confondues, des étudiants, des gens qui sont malheureusement sans emploi, etc. Et donc ça, c'est quand même assez remarquable. Et puis avec une très, très forte volonté pacifique. Ça démontre que c'est totalement possible. Et ça, du coup, ça casse totalement les idées reçues par le monde médiatique, le monde médiatico-politique qui souvent renvoie les mobilisations, je pense au printemps arabe, comme des choses qui sont pas du tout préparées, pas du tout conscientisées, etc. Là, on a affaire à quelque chose d'assez fort, avec aussi une volonté de ne pas être récupéré politiquement par un camp ou par un autre. Et ça, je pense que c'est assez exemplaire. Et, vous le vivez ça au quotidien dans votre justement, ville. Et donc c'est tellement exemplaire et tellement fort que ça a créé une émulation même au sein des ressortissants algériens en France, des franco-algériens. Il y a une émulation très très forte et ça s'est vérifié de dimanche à dimanche. Après, évidemment, la vie fait qu'un dimanche, il peut y avoir beaucoup de monde, un autre beaucoup moins de monde. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller à 3 reprises. Voilà. Et pourtant, il y a eu plusieurs, mais bon. Alors, on recevra tout à l'heure Ossine Yaoui, que j'ai rencontré dimanche dernier, justement, lui qui se posait la question. Alors, je pense que vous aurez le plaisir de le rencontrer tout à l'heure, même si votre emploi du temps vous le permet pas trop ce soir. Justement, il posait la question sur les maires, la présence des maires. Alors, vous étiez présent, c'est ça? À 3 reprises, j'étais présent. En tant que maire ou en tant que franco-algérien qui a envie de voir un pays changer? J'avais vraiment envie d'y aller en tant que franco-algérien, en tant qu'algérien d'ailleurs. Voilà. Pour moi, c'était important. À 2 reprises. Et le maire dans tout ça? Forcément, le maire s'engage, puisque je ne me suis pas caché pour dire que je participais à ces rassemblements à République et qui ont toujours été des rassemblements très, 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 très intéressants. C'était l'occasion en plus de rencontrer des amis que je n'avais pas eu depuis très, très, très C'est vrai longtemps. que cette mobilisation depuis maintenant plusieurs mois a formé aussi des amis, des rencontres, quelque chose de fraternel. Peut-être pour pousser la réaction, Brahim Oumansou, je rappelle, vous êtes consultant géopolitique et relations internationales. Bon, on a bien compris que le mouvement, il était là, il fédérait plusieurs choses, mais comment vous expliquez que ce mouvement est toujours aussi uni, perdure et qu'il y a une réelle union? Fut une époque où on pouvait parler de division, mais là vraiment, quoi qu'il arrive, quoi que fasse le gouvernement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui Gaïd Salah, le chef d'état-major, essaye de trouver plusieurs solutions pour diviser, mais c'est un peuple, quoi qu'il arrive, uni jusqu'au bout. Oui, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Donc, comme ça a été rappelé, l'Algérie vit une histoire inédite, un événement ou un phénomène inédit, cette mobilisation qui est à la fois pacifique, par son ampleur aussi, elle marque l'histoire par son ampleur au niveau national. Pour certains vendredis, ça atteint plusieurs millions et par sa durabilité. Donc depuis plusieurs mois, donc rare dans l'histoire des mouvements d'ailleurs de protestation qu'une mobilisation, je dirais, complète en quelque sorte toutes ces caractéristiques, on rassemble toutes ces caractéristiques. Et c'est inédit, on vient de fêter, de commémorer les événements, le 5 octobre, donc les événements d'octobre 88, qui sont totalement différents. Bien sûr, c'est une autre époque. C'était déclenché aussi, premièrement,
par la situation, la crise sociale, économique et sociale. Certains la surnomment même les événements, la mobilisation ou le mouvement de la semoule. Donc c'était la crise économique aiguë, donc la pénurie des produits de base. Aujourd'hui, on a une nouvelle forme de protestation qui est en premier lieu politique. Qui met le politique avant le social. Pour un pays qui était pendant des années quelque part apolitique, puisque les jeunes et les nouvelles générations ont perdu une totale confiance en la politique. Ce n'était pas apolitique. Justement, il y a beaucoup de préjugés, notamment depuis 2011, depuis le déclenchement des révoltes dites du printemps arabe. Plusieurs préjugés se sont construits, y compris chez des experts. Quand je dis apolitique, alors effectivement, peut-être que le terme est exagéré, mais c'est aussi un peuple qui refusait totalement de voter. Dans chaque foyer en Algérie, on parle de politique. Voilà. C'était une population qui était une quête d'une autre voie. Il y a chaque pays. Pourquoi pourquoi l'émulation d'un jeune en Tunisie avait déclenché des émeutes et non pas en Algérie? Pourtant, en quelques semaines, je crois, avant, il y avait une famille, un couple avec enfants. Donc un couple, mais ça n'a pas déclenché. Mais les différents pays, que ce soit en Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, ont une expérience différente. Bien sûr, il y a des caractéristiques communes. Mais là, on sent une particularité chez les jeunes. J'en profite de votre présence pour avoir aussi votre analyse, votre réaction. Une particularité chez les jeunes. Les étudiants sont là tous les mardis. On a aussi on a eu les retraités, les anciens généraux qui se sont mobilisés. Cette nouvelle génération, la génération d'Internet, quelque part, même cette génération qui malheureusement n'a connu que Bouteflika, c'est un autre réveil. Ouais, moi, je ressens une génération qui, contrairement aux idées reçues, qui est quand même assez politisée. Alors, pas politisée dans le sens très partisan, etc., mais qui a conscience que la destinée de ce pays-là, elle passera aussi entre leurs responsabilités, entre leurs mains. Voilà. Et pourtant, le désespoir est très profond en Algérie, le nombre de jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie, etc. Mais il y a une conscience politique, et moi, à chaque fois, quand je pars en Algérie, je suis toujours agréablement surpris de voir cette conscience politique qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays arabes, où on le retrouve dans les milieux très militants, etc., donc forcément les générations. Mais là, c'est quelque chose d'important. Et certainement que c'était, pendant quelques années, assez endormi et qu'on ne voyait pas cette émulation, cette effervescence, je dirais, sortir. Et là, elle s'est révélée. Et donc, c'est vrai qu'on a été à la fois surpris, agréablement surpris, mais en même temps, c'est pas étonnant. On parle d'une Algérie qui a retrouvé sa citoyenneté. Alors, endormi, c'est peut-être... Il ne faut pas oublier que... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la décennie noire. La Ça. violence d'une dizaine d'années a marqué les esprits. Oui, les cicatrices tout au long de ces décennies. Les événements 88 qui ont dévié vers la violence des années 90 ont marqué les esprits, ce qui a fait que pendant plusieurs années, la société algérienne était, y compris au sein de l'opposition globalement, vous l'avez vécu, Jean-Baptiste Rivoire, cette alternative. Moi, je pense que vous êtes les champions du monde de la conscience politique. Franchement. Parce que pendant la sale guerre, par exemple, il y avait un truc marrant. Vu de France, on ne comprenait pas toujours très bien ce qui se passait, etc. Vous alliez en Algérie, dans les régions, je ne parle pas juste de la Tchétchénie algéroise, je parle aussi dans les régions, etc. C'est incroyable comme la population, elle avait compris énormément de choses que les journalistes à l'extérieur ne voyaient pas, alors que c'était sous leurs yeux. Donc les Algériens, ils ont toujours compris. Après, la terreur était telle que je pense qu'ils ne pouvaient pas parler. Mais par exemple, comment le régime a fait pour que cette conscience algérienne n'arrive pas à la face du monde? Ils ont fermé les frontières aux journalistes, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué les visas. Nous, si on entrait, si on allait voir des Algériens, et certains avaient le courage de nous parler, on comprenait ce qui se passait. Le régime n'a jamais réussi à contrôler toute cette population et sa parole tellement elle a compris des choses et tellement elle a une force. Mais par contre, en fermant l'accès aux journalistes, là, ça permettait de bloquer la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est un pays qui comme vous avez si bien dit, c'est que la population algérienne, depuis toujours, a toujours eu cette conscience politique. Toujours, et avait bien saisi les tenants, les aboutissants de la situation politique en Algérie depuis fort longtemps. Mais sauf que comme c'est un pays que le pouvoir a refermé sur lui-même, verrouillé, grave atteinte des libertés individuelles. Donc si vous voulez, les Algériens, ils ont amassé, ils ont cumulé tellement de choses qu'il fallait qu'un jour, ça
ça explose à la face du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même le monde entier est admiratif devant cette mobilisation citoyenne et populaire. Et surtout, comme a dit Jean-François, Jean-Baptiste, pardon, tout se passe très bien. Tout se passe très bien dans la discipline, Moi, dans j'ai l'impression l'ordre. qu'il y a une maturité. Voilà, dans cette effectivement. jeunesse. Voilà, parce que c'est vrai, on a toujours dit que le peuple algérien, et ça, même moi en tant que franco-algérien, ça m'a toujours vexé, on a toujours qualifié le peuple algérien d'immature, d'irresponsable, d'immature. Et là, il est en train de donner la preuve du contraire, cette image où c'est justement un peuple qui est mature, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il veut aller. Et pour donner un exemple très concret, moi je suis toujours frappé quand je vais en Algérie de voir la pluralité de la presse qui existe. Alors il y a beaucoup de pays où on a très vite censuré la presse. Bon, elle existe. Après il y a une pluralité, des fois orientée ou pas orientée, mais il y a de la presse. Et moi quand je vais chez la famille ou chez les amis, il y a une multitude de journaux, etc. Même les pouvoirs en place n'ont pas réussi à cadenasser. Récemment. Non mais donc, il y a Les journalistes ont été un peu sous terreur. Il y a une petite liberté récente, mais pendant d'ailleurs les médias, on peut le cacher à personne, sur chaque vendredi, il y a très peu de médias algériens qui parlent justement de ces millions d'Algériens dans les rues. On va avancer dans le débat. Alors, on devrait dans quelques instants faire un petit retour sur cette marche du 6 octobre. C'était le dimanche dernier. Alors, on parlait d'union. Prouver des choses au monde, mais est-ce que l'Algérie, est-ce qu'elle est seule aujourd'hui? La thématique ce soir, révolution algérienne, où est la solidarité algérienne? Comment peut-on parler de cette solidarité? Elle est absente aujourd'hui, on entend très peu parler les pays occidentaux, notamment la France. C'est la question ce soir, peut-être une... Ça dépend de quel type de solidarité. C'est-à-dire il y a les citoyens, que ce soit en Occident ou ailleurs, même les pays voisins, les pays de la région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, suivent cette mobilisation avec à la fois intérêt, enthousiaste, mais aussi il y a une incertitude, il y a de l'inquiétude aussi. Là, je reviens aussi sur ce terme inquiétude pour parler des officiels, donc les chefs d'État ou les autorités, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a quand même beaucoup d'inquiétude sur ce qui pourrait se passer en Algérie. Il faut rappeler quand même, il y a cette hantise de ce qui s'est passé donc, en Libye, en Syrie, donc la dérive des printemps arabes vers la guerre civile, malheureusement, donc, qui hante aujourd'hui les esprits. Et il faut rappeler aussi que l'Algérie, différemment des autres pays, c'est un grand pays sur le plan géographiquement. Le plus grand pays d'Afrique du Nord, 5 fois et demi. De la Méditerranée. 5 fois et demi la France. Exactement, 42 millions d'habitants. Donc, particulièrement la France. Donc, il y a une proximité historique, géographique, commerciale. Donc, la France est le deuxième exportateur vers l'Algérie après la Chine. Donc, une place qui a été devancée, donc la Chine qui a devancé la France il y a 2 ou 3 ans seulement. Ensuite, il y a une présence de la diaspora algérienne, une présence de plusieurs centaines de milliers d'Algériens. Alors, je crois que là-dessus, on est d'accord. Oui. Il y a une solidarité internationale avec le peuple. Mais si on s'arrête vraiment sur ces relations franco-algériennes, aujourd'hui, on a un État français qui est totalement absent. Alors, peut-être pour donner quelques repères rapidement, et c'est ce qui peut-être aussi sont des éléments de réponse qui peuvent faire comprendre un peu cette ambiguïté, cette complexité entre la France et l'Algérie. En 2003, c'est Jacques Chirac qui se rend à Alger et qui ne dit pas un mot sur ce passé colonial. Donc, le traité d'amitié que l'Élysée voulait n'est pas signé. Sarkozy, en 2007, lui dénonce clairement, je cite, un système colonial profondément injuste qui ne respecte pas les 3 mots fondateurs de la République que vous connaissez, liberté, fraternité, égalité. Hollande, en 2012, système injuste et brutal qui reconnaît la souffrance. Et puis Emmanuel Macron en 2007, qui lui donc annonce clairement un crime contre l'humanité, 2017 et en 2018, qui reconnaît donc la responsabilité de Paris avec l'assassinat du mathématicien Maurice Audin. Peut-être un mot, Jean-Baptiste Rivoire, vous qui avez travaillé d'une certaine manière sur cette France-Algérie, crime, mensonge d'État, donc vous avez fait un travail de relationnel. Depuis des décennies, on n'arrive pas à qualifier cette relation entre la France
et l'Algérie? Amitié, enjeu, hypocrisie? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'argent aussi dans cette histoire. Je passerai rapidement sur les débuts de reconnaissance de la part de dirigeants français de la violence de ce qu'a été la guerre d'indépendance et de la violence de ce qu'a fait l'armée française. Franchement, 50 ans, 60 ans après, pour avoir des reconnaissances du bout des lèvres comme ça, c'est pas un exploit. On aurait peut-être c'est un coup de com' à un moment donné qu'Emmanuel Macron, jeune président, en 2007, d'ailleurs avant son élection présidentielle, va en Algérie et annonce un crime contre l'humanité. C'est un coup de com' ou réellement, là, la France, se positionne clairement? Non, c'est vraiment un coup de com'. Il n'avait pas fini, mais je pense que c'est un coup de com', sans aucun doute. Je ne vais pas revenir sur le fait que, incontestablement, la solidarité des peuples est réelle pour l'Algérie. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de façade, il n'y a pas de solidarité. Des médias et puis des politiques, mais il n'empêche que derrière, il y a quelque chose qui est... Voilà, il y a la face qui est visible, où il n'y a aucune expression de solidarité, et puis derrière, ça n'empêche pas de discuter de gros sous, ça n'empêche pas que économiquement, les relations, de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste, mais ça n'empêche pas que les relations, on va dire, économiques et financières entre l'Algérie et la France, en réalité, sont réelles, quoi. Il y a une espèce d'hypocrisie qui... Ce sont les causes peut-être de... Je voudrais peut-être qu'on écoute, plusieurs propos. On va écouter François Hollande qui parle d'une grande maîtrise intellectuelle du président Abdelaziz Bouteflika. On va entendre ici Emmanuel Macron qui parle d'une jeunesse qui doit exprimer sa volonté. Et vous allez voir, en fin de sujet, c'est cette députée européenne qui, elle, est claire. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Alors nous sommes le 27 septembre aujourd'hui et c'est la 32e manifestation organisée en Algérie contre le régime algérien actuel. Alors aujourd'hui, les manifestants, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui demandent la démocratie en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant une audition avec un certain nombre d'acteurs de la révolution actuelle en Algérie, qui demandent effectivement que, bien sûr, des élections soient organisées, mais pas sous le modèle actuel, pas sous le régime actuel, pas avec les règles du régime actuel. Ils demandent qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution, qu'il y ait un pluralisme politique, qu'il y ait une liberté d'expression et d'association, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie. Plus de 83 personnes sont arrêtées arbitrairement depuis ces manifestations. Nous plaidons pour que toutes les arrestations politiques, tous les prisonniers politiques soient libérés pour qu'il puisse vraiment y avoir, je dirais, un vrai débat démocratique en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen. Nous continuerons à suivre la situation en Algérie. Alors, on vient de terminer sur Maria Arena, qui est députée européenne. Alors là, on a trois propos différents. 2015, on a un président François Hollande qui nous dit que le président Abdelaziz Bouteflika en pleine convalescence suite à un AVC à toute sa capacité intellectuelle. On a Emmanuel Macron derrière qui ne se mouille pas trop, qui ne s'engage pas trop. Et puis alors à la fin, on a une députée européenne qui soutient, qui parle de ces arrestations.
Voilà. Ça veut dire pipeau. Non, mais ça suffit, quoi. Enfin, On sait bien que ça suffit, on quoi. sait bien que nos politiques, que je dénommerais nos politiciens, ont l'art de la communication, donc ils maîtrisent tous les aspects de cette pratique. Non, mais après, c'est vrai qu'on le voit avec François Hollande et surtout avec Emmanuel Macron. L'hypocrisie a vraiment Mais ça paraît simple. Enfin, je reprends aussi le tweet de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons pris note de la candidature. Nous souhaitons que l'élection se passe très bien. Ça paraît simple pour un président français dont il y a 5-6 millions de franco-algériens de soutenir et peut-être de relever aussi ce pouvoir qu'il a depuis 20 ans, cette dictature, ces arrestations. Ça peut paraître... Non, mais attendez, on va se parler franchement. Vous avez un peuple algérien qui essaye de soulever une coupole. Et cette coupole des dirigeants militaires qui tiennent le pays depuis des dizaines d'années, elle le fait main dans la main avec les dirigeants français. C'est constant sur toutes les dizaines de dernières années. Je vous donne juste un exemple. Il est ancien, mais j'en ai un plus récent. En mars 86, Chirac devient Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Alger, il va à la résidence Djenad El-Mitak, il va manger avec Larbi Belkhir et ses amis les généraux. Et ils rigolent tous, ils se tapent dans le dos, ils sont copains. Et Chirac, il leur dit, alors moi, pour la présidentielle 88, là j'ai besoin de financement, donc c'est DEU qui nous aide, le RPR qui nous finance, mais donc donnez-leur des contrats et des marchés en Algérie, comme ça ils vont nous financer. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que les généraux algériens qui sont copains du Chirac et du RPR vont ouvrir le marché algérien à l'entreprise DEU, et donc les Algériens vont acheter des voitures qui vont financer la vie politique française. Vous imaginez le scandale. Je précise juste que quand Emmanuel Macron est en campagne en février 2017, il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Alger, il va voir des hommes d'affaires proches du clan Bouteflika. Je ne sais pas ce qu'il leur demande, moi j'étais pas présent. Quelques temps plus tard, le Hirak commence et Macron fait quoi? Une déclaration en soutien à Bouteflika. Ça veut dire que les Français, ils sont en train de capter la rente du gaz et du pétrole algérien depuis l'indépendance. Ça ne s'est jamais arrêté. Et donc ils ont intérêt à ce que ce système se maintienne au prix de la terreur et de la souffrance du peuple algérien. Ils en ont rien à faire. Voilà. Donc toutes ces déclarations bidons qu'on entend à longueur d'année depuis des dizaines d'années, il y en a ras-le-bol. Ils ne disent rien. Et ils ne disent surtout pas l'essentiel, c'est qu'ils couvrent un régime militaire qui terrorise une population parce que, au fond, les entreprises occidentales continuent à profiter de l'Algérie, à exploiter ce pays au détriment de sa population. C'est ça la vérité. Et d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, d'ailleurs aujourd'hui, moi je l'ai entendu, j'étais encore le mois dernier sur Alger, il y a même des Algériens qui vous disent avec beaucoup d'ironie, parce que malgré la période d'incertitude, malgré l'attente, il y a quand même des attentes qui s'expriment, les Algériens n'ont pas perdu leur humour. Ils vous disent la gamelle algérienne, elle est toujours bonne, en faisant allusion aux pays occidentaux qui viennent en Algérie pour... bien sûr. Voilà, la gamelle algérienne est toujours bonne. Alors vous pourrez réagir, mais qu'est-ce qui pourrait se passer demain? On entendra tout à l'heure les propos d'un militant que la rédaction a rencontré dimanche dernier, mais qu'est-ce qui pourrait se passer demain si l'Algérie, et d'ailleurs c'est bien parti puisque le mouvement ne cessera pas d'être dans la rue, même après ce 12 décembre qui est prévu pour les élections, demain l'Algérie est une réelle démocratie. La France dans tout ça? Non, les relations avec la France, elles sont beaucoup plus profondes, sans parler. Bien sûr, il y a différentes strates de relations. Les relations entre les deux pays sont beaucoup plus profondes que les relations d'État à État. Je ne pense pas que... C'est-à-dire une nouvelle, on va dire, une nouvelle orientation. D'ailleurs, en Algérie, si demain on a un système, ou peut-être une transition démocratique avec une nouvelle formation politique, sur le plan diplomatique, il y a des axes qui ne vont pas changer. Et sur le plan de la corruption, parce que pour être clair, ce que dit Jean-Baptiste Rivoire, c'est la corruption. Changer, bien sûr, il y a c'est-à-dire, en termes de relations d'État à État, il n'y aura pas beaucoup de changements en axe, c'est-à-dire l'Algérie, depuis, avec même les changements qui se sont opérés au fil du temps, entre Boumediene et Chadli, même s'il y a quand même une constance, mais il y a eu des changements, mais au niveau diplomatique, il y a toujours ce respect de neutralité, je dirais d'équilibre plutôt. On a toujours privilégié en termes de gaz et pétrole les relations, le pétrole avec les pays nord-américains, l'Amérique du Nord, tout ce qui est armement, les Russes. Maintenant, on a bien sûr d'autres partenaires, mais comme l'Allemagne, mais les Russes, 60% Est-ce que la France des ne serait pas importations bénéficiaire quand on voit les relations qui se créent actuellement avec le Maroc, avec Peugeot, Renault qui s'est installé? Est-ce qu'il y aurait... Non, ce que je veux dire, c'est on voit bien que l'hypocrisie, elle est totale. Et justement, la diplomatie, en réalité, il n'y a pas de diplomatie d'ordre politique, il y a une diplomatie d'ordre économique, puisque chacun cherche son intérêt très fort. Mais en même temps, en face de ça,
le peuple est loin d'être dupe, a bien compris la manœuvre depuis très longtemps. Maintenant, la question pour le peuple et la question de cette mobilisation qui, je l'espère, va continuer, hein, parce que 8 mois, c'est assez... Maintenant, c'est quels seront ces outils et quelles seront aussi ces marges de manœuvre pour pouvoir, justement, à un moment donné, casser un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, à juste titre, cette coupole qui les étouffe totalement, parce que la manœuvre, elle est terrible. L'enjeu de fond, c'est vraiment l'argent du gaz et du pétrole. C'est-à-dire que pourquoi la France protège ses généraux depuis tant d'années? Alors, au passage, ils se sucrent, ils prennent de l'argent et des commissions importantes sur les contrats, parce que ces généraux utilisent cet argent qui est très important. L'Algérie est un pays riche pour créer une économie d'importation. Du pétrole, il y en a de moins en moins. Hein. Voilà, non, puis le prix peut baisser, mais globalement, c'est quand même un pays qui a des grandes richesses dans son sous-sol. Et cet argent, il sert quoi? Il sert à créer une économie d'importation où on importe énormément de biens, parce que ça permet de prélever des commissions de 5, 10, 15, 20% sur ces contrats qui enrichissent les dirigeants algériens. Ça fait tourner le business des entreprises européennes qui y trouvent leur intérêt. Et les Algériens, ils sont face à des produits extrêmement chers qu'ils ne peuvent pas acheter. Et ça empêche toute économie locale de se développer. Moi, je me souviens d'une usine à Tizi Ouzou de téléviseurs, un jeune Kabyle qui veut créer une usine de téléviseurs en 94. Et ça serait bien, ça ferait des emplois en Algérie, on fabriquerait des téléviseurs. Après tout, pourquoi pas les fabriquer en Algérie? Bon, problème, il y a un général qui a une filière d'importation avec des Coréens qui prélève sa marge sur les téléviseurs coréens. Donc la pauvre usine de Tizi Ouzou, qu'est-ce qui se passe? Elle explose, on dit « Ah, c'est le GIA ». Ah, c'est dommage, hein, le GIA. Bon, non, ça veut dire que... La corruption, bien sûr, la corruption. On a l'impression... Il y a un accord, il y a un consensus au plus haut du sommet qui consiste à, je dirais, à garder et à conserver, à conforter les intérêts économiques. Et je dirais même quelque part, j'ai tendance à croire que même la diplomatie algérienne n'ira pas au-delà pour faire en sorte que la France reconnaisse son passé colonial, reconnaisse ce qu'elle a pu, je dirais, mener comme... D'une certaine manière, certains l'ont reconnu. Parce qu'il y a un accord. À un moment donné, ils ne vont pas mordre le trait au-delà, parce que ça risque de déstabiliser cet accord. Et le fait que derrière, il y a une manne financière qui est extrêmement importante, c'est du jamais vu. Mais l'enjeu de cette éventuelle démocratisation, c'est que la population pèse un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Exactement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si demain, la population algérienne a le droit de dire au moins 20-30% de cet argent doit servir à l'intérêt de la population, ça va remettre en cause un certain nombre d'intérêts. Et c'est pour ça que le système réprime. C'est très bien que la corruption dans ces pays, non seulement en Algérie, en Afrique globalement, la corruption facilite l'accès aux richesses de ces pays. Oui, c'est connu quand on sait que les lobbies, les groupes occidentaux et particulièrement français. Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper aussi, il ne faut pas faire d'erreur parce que là, cette aspiration d'un profond changement, d'une transformation totale de la société algérienne à tous les niveaux, que ce soit social, économique, politique, et d'ailleurs Jean-Baptiste a pointé du doigt tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, les Algériens, les citoyens algériens, ce qu'ils demandent, n'ont pas d'a priori avec la France. Je veux dire, ils souhaitent avoir une bonne relation avec la France. C'est pas ça. Le problème n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous parliez de diplomatie. Moi, je m'excuse. Même au niveau diplomatique, il faut un changement au niveau des relations. Il faut une relation, comme on dit, respectable, une relation de confiance, une relation, comme on dit, gagnant-gagnant, équitable. Alors que si on continue comme ça... Il n'y a pas de relation diplomatique. Elle n'existe pas. Oui, bon, et quand je dis relation diplomatique, elle est noyée dans les. Il y a un facteur économique qui est important. Elle est dominée par un facteur économique. Aujourd'hui, si on part dans cette, dans cette analyse que vous faites que au niveau diplomatique, il n'y aura pas de changement, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce que, justement, le peuple demande un changement total. Mais je viens dire, au niveau des grands axes, c'est-à-dire les relations stratégiques ne vont pas changer du jour au lendemain. Dans tous les pays, même en Tunisie, on voit très bien qu'on est dans une démocratie. Il y a un changement réel de... Même si la Tunisie et l'Algérie, les relations sont totalement différentes. Ce que je vous propose, on va se retrouver après. Avant de vous libérer, Azine Taibi, je sais que vous devez nous quitter. Je voudrais juste avoir une relation, ça sera la deuxième partie, mais avant de partir, nous quitter. Mathilde Panot, députée La France Insoumise, s'est rendue en Algérie. Elle était présente aussi sur les marches. Jean-Luc Mélenchon était présent aussi en février-mars. Donc il y a certains élus qui sont présents. Alors pourquoi ils y sont? Ça, c'est un autre débat. Quelle réaction vous avez après le comportement qu'elle a reçu, surtout qu'à écouter son numéro 2, notamment sur des confrères de Berbère Télévision. Il dit clairement qu'ils devaient être accueillis comme des rois. On leur avait proposé plusieurs choses, mais arrivés sur place, ils ont fait demi-tour. De réaction d'abord, la présence de Mathilde Panot, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un élu de la République française doit se rendre en Algérie?
Et puis, deuxièmement, peut-être une réaction sur le fait qu'elle ait subi un peu cette difficulté. Enfin, question d'Algérie, c'est son droit, elle a tout à fait... En tant que députée, j'entends. En tant que députée, elle peut se rendre en Algérie pour être solidaire du peuple algérien et pour, comme elle l'a souhaité le faire, manifester avec eux, je crois que c'était à Béjaïa, il me semble. Après, je trouve assez déplacé le fait qu'elle ait pu déclarer, ou un de ses proches, dire on a été très mal reçus, ou en tous les cas, on aurait... En tout cas, il y a eu un aller-retour. Hein. Oui, enfin, je pense que c'est un peu déplacé. Si on y va par solidarité, on y va avec beaucoup d'humilité, on y va avec beaucoup, je dirais, d'envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice et d'apporter au moins son soutien. Donc après les conditions d'arrestation, on sait comment les choses sont passées. Certains Algériens, une minorité, mais certains Algériens dénoncent un peu et sont contre on parle parfois d'ingérence, pas que, mais est-ce qu'aujourd'hui des élus politiques, du député au maire que vous êtes, au conseiller municipal, là je parle bien en tant qu'institution politique, de se rendre en Algérie, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire? Ou comme certains Algériens demandent, militer sur place? Non, on peut militer sur place. Après, des élus qui, je dirais, dans le soutien, dans la solidarité, ont une constante et ne sont pas reprochables, ça pose pas de problème. Après, des élus qui essayent justement de profiter de cette mobilisation populaire et citoyenne et de donner, je dirais, l'apparence d'être solidaire, et en réalité, ce n'est pas le cas. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut être cohérent, il faut être sérieux, quoi. Peut-être une question avant d'accueillir Hosseini. Oui, est-ce que le pouvoir algérien, justement, n'a pas utilisé, encore une fois, cette situation de faire rentrer, parce que vous pensez bien qu'on n'entre pas comme ça en tant que député, hein. Elle a été signalée en tant que députée. Oui, il y a une demande officielle, je suis député. D'ailleurs, on peut aussi la féliciter de cette démarche. Après, on est d'accord ou pas, mais est-ce que le pouvoir algérien n'utilise pas justement ceci pour, encore une fois... Malheureusement, comme tout le monde le sait, ce régime, ce régime, malheureusement, il est pas à son premier coup. Il est adepte justement des... On aurait pu la refuser de suite. C'est un peu délicat. Elle aurait pu être refusée tout de suite en tant que députée. Pourquoi la laisser au bout de 24 heures? Moi, je dis ce genre de solidarité, même sincère. La question, ce n'est pas spécialement la solidarité, c'est vraiment le rôle de l'État algérien de dire on laisse entrer une députée, mais à la fois arriver sur place au bout de 24 heures, désolé, mais vous devez rentrer. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que une fois sur place, il y a des vidéos de rencontres entre elle et les manifestants qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Donc ça prend de l'ampleur, ça prend un phénomène, ça prend en quelque sorte une autre dimension. Là, on n'est pas dans une solidarité directe. Moi, je resterai prudent pour toute solidarité avec la mobilisation actuelle. Il faut prendre en compte les caractéristiques des pays, non seulement l'Algérie, mais d'autres pays. Oui. Cette sensibilité envers l'ingérence étrangère, elle reste quand même ancrée, y compris chez les manifestants. Dans ce que vous dites, il faut faire attention. Oui, alors pour être clair, en allant en direct, qu'est-ce qui pourrait causer le fait que tel et tel député se rende en Algérie pour organiser des cafés citoyens, essayer aussi de comprendre sur le terrain cette situation. Ces jeunes politiques, alors on aime ou on n'aime pas, on est pour la France insoumise ou pas, c'est pas la question, mais qu'un élu politique se rende sur place pour réellement baigner dans la situation et proposer des solutions. Vous dites prudent, mais pourquoi? Lorsqu'on prend du recul par rapport à ça, la situation est tellement... je dis explosive, notamment en ce moment, depuis la déclaration, depuis la prise de décision de l'organisation, c'est une prise de décision unilatérale prise par le pouvoir actuel d'organiser les élections le 12 décembre, je crois, les relations sont tendues, il y a des tensions qui montent entre on a quand même l'impression qu'en Algérie, dès qu'on veut débattre, dès qu'on veut essayer de se mobiliser, il y a quand même une réticence réaction du pouvoir, une réaction peut-être... Juste factuellement, j'ai moins suivi que vous. Si je comprends bien, le régime de Gaïd Salah l'a laissé entrer, puis ils l'ont sorti. Oui, en tant que député. Il a eu un visa touristique.
Bon, d'accord. Non, mais je veux dire, moi, Enfin, elle était annoncée en après, tant que députée, oui, mais... on a vu ça, je ne sais pas Ouais. combien de fois. Je pense qu'ils l'ont peut-être laissé rentrer parce qu'ils se sont dit que ça pouvait servir leur régime. Et puis, comme vous dites, elle commence à parler avec les Algériens de manière assez libre. Ça commence à buzzer sur les réseaux sociaux. Peut-être ça inquiète le régime. Je ne sais pas. En tout cas, si on l'a sorti, c'est que ça inquiétait. Ça raconte un petit peu cette espèce de très grande panique du régime algérien. Dès que des étrangers viennent voir ce qui se passe, discutent librement avec des Algériens, c'est quand même pas vraiment dans l'ADN de ce régime. Ça inquiétait aussi avec un retrait, une confiscation des passeports, etc. Enfin, il y a aussi toute une scénarisation à l'intérieur. Mais c'est vrai, quand on est député, on s'annonce député. Je suis En interdit de séjour général, depuis 1996. Si je peux me alors, je voudrais juste, D'accord, parce pardon. qu'il y a aussi Niayaoui qui nous attend. Asdine Taibi, pour les Français franco qui nous regardent aussi sur la 553 sur Free, vous avez rapidement une journée samedi entre 14h et 18h sur Stein, notamment formation à la politique, c'est ça? Oui. Organisé. Donc Organisé. pour donner un peu l'envie aux électeurs, aux citoyens de toucher à la politique. Oui, vous parlez de quelle initiative? Initiative que normalement vous organisez sur Stein de 14h à 18h samedi a priori. Ah, bah c'est un scoop, bah j'en sais. C'est organisé par une association. C'est ça, Voilà, c'est pas une exactement, association pour qui donner fait envie soutien. à l'engagement. Tout à fait, l'engagement, voilà. C'est pas la mairie. C'est pas la municipalité qui organise. Je soutiens cette auriez pu. initiative pour que les choses soient claires. C'est organisé par une association qui est toute récente sur Stein depuis 2 ans et qui est fortement engagée justement pour la prise de conscience Pour faire changer les choses. citoyenne. Et elle organise ce moment-là samedi après-midi. Merci Asdine Taibi, c'est pas un Merci. scoop, vous vous réengagez pour Oui. Pour les prochaines élections. Je repars pour les élections. Très bien. Merci de votre municipales. fidélité. Merci. Merci On va à vous. recevoir dans quelques instants aussi Niayaoui pour la dernière partie de l'émission. Vous allez écouter justement quelques Français, franco-algériens, qui réagissaient justement sur cet État français. Comment doit-il réagir? Quelle est la position? Comment devrait et quel rôle devrait jouer l'État français? Naturel. Aujourd'hui, je viens pour rendre hommage à une date qui est très précieuse pour nous, le 5 octobre. C'est qu'une continuité du combat que l'ancienne génération a mené. Et j'espère pour les vivants qui ont participé au 5 octobre 88, sont en train de voir qu'il y a un changement qui va venir. Voilà. On va accomplir une mission. On est là pour une mission. Après, que ce soit en France ou à travers le monde entier, ça c'est pas un problème parce qu'aujourd'hui la cause est internationale. L'anniversaire 5 octobre 88, il y a beaucoup de disparus, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés. L'anniversaire 88, en plus on est contre les élections en Algérie 12 décembre, parce que les élections, c'est l'équivalent qui organise les élections. Et il y a l'habitude pour la fraude. Nous, il n'a pas côté les élections, il n'y a pas des élections. Gaïd Salah, c'est lui qui décide, c'est qui est le président. Nous contre les élections. Les élections, c'est le peuple qui décide et organise les élections. Nous, on demandé l'article 7 et 8. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Gaïd Salah, toujours, il y a plusieurs déclarations sur la base militaire. Le peuple, ce n'est pas de la base militaire. Le peuple, c'est la démocratie. Il donne les ordres. Le peuple, ce n'est pas des militaires. Il ne donne pas les ordres. Les ordres, c'est pour les militaires. Le peuple, il demande les élections démocratiques. La liberté, égalité. Aujourd'hui, place de la République, la diaspora est là pour dire qu'on ne veut plus que le 5 octobre 88 existe de nouveau chez nous, que c'est fini, que le système doit partir et comprendre que la jeunesse est là pour prendre sa place et faire ce qu'il faut pour que notre pays soit démocratique. Jazair Hurra Demokratiya. Le 5 octobre, j'avais 18 ans. Je suis sorti avec tout le monde pour manifester nos droits, nos libertés. J'étais jeune et après coup, on croyait que c'était fait. Pendant 2 ans, on croyait que c'était fait. On avait accédé à la démocratie et malheureusement, vous connaissez l'histoire. Vous savez ce qu'ils ont fait pour nous arracher notre liberté et tous les morts ou tous les disparus. Moi, je voudrais juste dire aux jeunes, ceux qui n'ont pas connu cette période, d'être très vigilants et de rester mobilisés
Cette fois-ci, ce sera la bonne, Inch'Allah. Voilà, la réaction des Français, c'était dimanche dernier, donc place de la République, pour fêter cette date, le 5 octobre 88. Il est avec nous aussi, Niaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes citoyen franco-algérien. Je vous ai rencontré donc il y a 3 jours, dimanche dernier. On vous a entendu là sur le 5 octobre 88. Mais en tout cas, vous êtes un peu révolté. Vous dites mobilisons-nous, il faut faire des campagnes d'affichage, se faire entendre. Les manifestations, c'est bien beau. Et vous parlez même de cette mobilisation. On a écouté le maire d'Austin il y a quelques instants. Exactement. En fait, avant de parler de tout ça, je pense qu'il faut d'abord définir le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien est constitué de généraux gangsters qui, grâce à la manne pétrolière et gazière, ils ont décidé de s'en passer du peuple. Et tout ce qui se passe depuis l'indépendance, c'est que des luttes de pouvoir. Et tous les ressources de l'Algérie, ils ont été dilapidées dans leur lutte de pouvoir. Et maintenant, le peuple s'est réveillé. Moi, j'attendais ça et j'espérais ça. Mais franchement, je suis bluffé par la façon des Algériens, comment ils se sont révoltés avec façon pacifique. Franchement, j'étais content, j'étais entre la joie et les larmes. Quand le 22 février, je ne savais pas quoi faire. Je peux vous demander votre âge, vous êtes jeune? Moi, j'ai 49 ans. Ouais. Et que vous l'aviez anticipé, ça, en tant que... Je l'ai anticipé parce que j'allais souvent en Algérie et je voyais les choses. Je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et une fois, j'étais avec un chauffeur de taxi, je ne sais pas s'il m'entend maintenant, peut-être... il va se rappeler, moi, il y avait son fils à côté de lui et on discutait, je lui dis, vous savez, le petit là qui est assis à côté de vous, c'est votre fils, lui, il n'a pas connu les années noires et c'est cette génération qui va se révolter. Et je pense que je n'étais pas loin de la vérité. Et par contre, la façon, franchement, là, agréablement surpris parce que moi, je m'attendais à une violence. Oui, on ne s'y attendait pas. Enfin, une violence qui a souvent aussi été un peu organisée, provoquée. On a vu encore là quelques débats sur les drapeaux. Exactement. Sur certaines arrestations aussi, c'est quelque chose qui a été longtemps voulu et encore aujourd'hui. Mais là, il y a un réel pacifisme qu'on a évoqué tout au long de cette soirée. Alors, une réaction un peu, mobilisation, place de la République, ça suffit. Il en faut, mais ça suffit pour vous. C'est pas assez. C'est pas assez. Que faut-il faire selon vous? Parce que moi, je joue au G5 en fait. Depuis le début, j'étais un peu perturbé. Les informations venaient de partout et de nulle part et j'étais un peu perturbé. Du coup, j'ai pris un jeu d'échecs, je l'ai posé comme ça et j'ai repris tous les événements depuis le 22 février. J'ai fait une partie d'échecs. Un jour, je la mettrai sur Internet. Et je pense... D'après ce que je vois, je pense que la diaspora, on a 3 semaines de retard, en fait. On devait accélérer à partir du 15, au moment où le... Quand vous dites 3 semaines de retard, c'est par rapport au 12 décembre, c'est ça? Oui, par rapport au 12 décembre, oui. On devait, c'est-à-dire... faire d'autres initiatives à partir du 15, au moment... Alors lesquelles, pour avancer un peu dans l'émission, vous proposez d'envahir un peu d'abord, d'afficher ça, c'est intéressant parce que je voudrais vraiment qu'on ait une pensée à tous ces jeunes qui sont arrêtés, dont on connaît les noms et prénoms. Certains, je suis persuadé qu'on n'en connaît pas les renseignements. Donc vous dites par exemple, il faut afficher certaines photos sur son... La première des choses, moi je pense sur sa voiture par exemple. Il faut faire... voilà, moi j'ai ramené un exemplaire que j'ai imprimé moi-même, des photos de gens qui sont pris en otage. Moi je dis pas des détenus, je dis c'est des gens qui sont pris en otage. Et je vais vous la récupérer, je pense qu'avec l'équipe on va pouvoir faire un peu de magie. Voilà, libérer les otages, donc c'est des tirages que vous avez pris avec des photos que j'ai fait moi-même qu'on peut voir. Et ça, vous proposez de les afficher un peu partout. En fait, je passe sous le contrôle du
conseiller municipal, on peut coller ça sur notre voiture. Si on a une voiture ou une moto, on peut la coller. On peut coller ça, il y a des endroits où il y a on peut afficher les affichages municipaux. Sur les palissades, on peut faire ça sur les palissades. En fait, pour résumer, ce que vous dites, c'est que c'est bien de s'exprimer le dimanche ensemble, le vendredi en Algérie, mais peut-être qu'en France, c'est de se faire connaître, d'être présent un peu plus tout au long de la semaine par d'autres moyens de communication. Exactement, parce que moi, autant qu'Algérien, j'ai des enfants qui sont franco-algériens et je trouve qu'on n'est pas considéré en fait par nos élus. Alors que sur cette situation. Sur cette situation. Mais qu'est-ce que vous attendez des élus, justement? J'attends des élus comme ils ont fait pour Aung San Suu Kyi. Oui, prix Nobel de la paix, qui a eu un comportement très particulier lorsque les Rohingyas qui subissent, c'est cette minorité apatride qui ont subi et qui subissent encore ce génocide. Exactement. Au niveau des mairies, on peut faire des journées en solidarité, des manifestations en solidarité avec le Hirak algérien. Les maires, ils peuvent nous aider à faire ça. Dans les propos que vous teniez hier, je vous garde un peu parce que vous rejoignez cette partie de l'émission, mais vous disiez pas d'ingérence, ça n'existe pas. C'est ce que vous disiez en tout cas hier, mais par contre, on peut se mobiliser autrement et on a besoin des élus de la République. Certains Algériens, alors pas tous, mais voilà, Mathilde Panot a été confrontée aussi, alors elle était présente hier, elle était très bien accueillie par les Algériens, enfin dimanche dernier, pardon. Il n'y a pas eu de souci, bien au contraire. Mais à la fois, c'est un peu ambigu. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mobiliser les élus, c'est ça? On doit mobiliser les élus, bien sûr. Les mairies pour faire des manifestations en solidarité avec le Hirak. Les députés, je pense qu'on peut envoyer des mails aux députés pour qu'ils puissent en parler à l'Assemblée. Revenons à l'ingérence. Écoutez, l'Algérie a signé des accords. Elle fait partie de l'ONU. Elle a des droits et des devoirs. L'État algérien a des droits et des devoirs. Alors, nous, on ne demande pas l'ingérence, on demande juste que la loi soit appliquée. En tout cas, d'être reconnu. Un mot sur ce 12. Bon, on a bien compris en tout cas que le pouvoir français, ce n'est pas demain la veille qu'il pourra s'exprimer. Il pourrait. En tout cas, il ne le fait pas. C'est pas pour demain. Il couvre. Ou alors après 8 mois de... et encore une fois, certains Algériens qu'on peut rencontrer ici à la rédaction avec tous mes collègues ne demandent pas spécialement la lune, mais quand on voit ce que Marie Arena, des députées européennes qui s'est exprimée clairement, un président français qui s'exprime de la sorte n'est pas spécialement trop s'engager non plus. Ils ne sont pas dans la même situation. Un président français et un député européen ne sont pas dans la même... En tout cas, on a compris qu'il y avait danger pour Emmanuel Macron de... Excusez-moi, ce sont quand même des... Ce n'est pas pour justifier... Ce sont quand même des responsables politiques. Oui, moi, je reviens vite fait parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas à chaque fois que quelqu'un qui vienne apporter... Le thème de l'émission, c'est où est la solidarité internationale? Un élu politique français ou quelle que soit sa nationalité, qui vient en Algérie pour comprendre, parce que moi, je n'ai pas suivi tous les tenants, les aboutissants de cette mission, mais quand elle s'exprime... sur Mathilde Panot, cette prudence quand elle s'exprime et qu'elle dit, elle est partie, je la connais un peu parce que je l'ai côtoyée, mais quand elle dit à son retour en France, le soir même qu'elle donne une interview sur les réseaux sociaux, qu'elle dit qu'elle est partie en Algérie pour comprendre les enjeux de cette mobilisation citoyenne et populaire, et qu'en aucun cas... Elle, dans son esprit, c'était de s'immiscer dans les affaires algériennes. Il faut laisser les Algériens régler eux-mêmes leurs propres affaires. Mais exprimer sa solidarité, exprimer son soutien vis-à-vis de ce peuple qui a quand même, Jean-Baptiste l'a évoqué, tout le monde sur ce plateau l'a dit, c'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert en 60 ans. Il a subi les pires souffrances, les pires injustices. Parce qu'on aurait pu penser qu'Emmanuel... Je pense aussi que ça a été rendu possible, ce niveau de violence, de souffrance, etc., par la désinformation. Il ne faut pas oublier non plus que... Moi, j'ai parlé du fait qu'on a fermé les frontières de l'Algérie à un moment donné aux journalistes étrangers. On a créé un voile de désinformation, ce qui fait que les Français... Alors,
ont eu du mal à avoir des infos, ou n'ont pas voulu voir, ou ont regardé ailleurs, hein, parce que pendant qu'on massacrait les Algériens, il y avait beaucoup de médias français qui regardaient de l'autre côté quand même. Donc c'est aussi notre responsabilité, mais il y a aussi un problème d'information. C'est-à-dire que pour que ce système injuste continue, il faut que les gens ne comprennent pas ce qui se passe ou qu'il y ait de la désinformation. Donc un des enjeux clés aussi, c'est l'information. Qu'une députée française soit obligée de dire « je vais aller voir sur place pour comprendre ce qui se passe », enfin normalement, il devrait y avoir des journalistes qui racontent ce qui se passe en Algérie de manière claire et enquêter. Il a raison, Jean-Baptiste, parce que c'est très peu couvert par les médias français. C'est très peu couvert. Très mal couvert. Donc, moi, je trouve cette démarche quand même, je veux dire, pertinente. À partir du moment où on reste dans un cadre qui soit bien défini, le fait d'être proche du peuple algérien, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a rappelé, c'est quand même une mobilisation exemplaire qui est soulignée à travers le monde. Je veux dire, il y a même, je crois, un ancien journaliste français qui a dit que le peuple algérien il mériterait un prix à l'ONU. Jean-Baptiste Rivoire, vous qui avez fait de l'investigation et vous êtes un journaliste d'investigation, on a vu votre très bon boulot, notamment auprès de Canal+ pendant des années. Pourquoi cette sphère médiatique française? Hier, on a bien vu une très grande marche, et c'est vrai que je n'ai pas vu sur ces grandes chaînes 30 secondes de off, comme on appelle ça nous dans le milieu, avec des images. Est-ce que réellement un manifestant parlait de libérer la presse, demandait à Emmanuel Macron de libérer la presse? Est-ce que, selon vous, honnêtement, est-ce que vous pensez que la presse française est prise par le gouvernement, ou est-ce que c'est exagéré, prise en La otage? presse française est très massivement contrôlée par des grands industriels et milliardaires qui sont des grands amis d'Emmanuel Macron et qui soutiennent Emmanuel Macron dans son entreprise politique. Donc c'est vraiment une coproduction. C'est-à-dire que le pouvoir politique français, depuis quelques années, n'arrive plus à se faire élire sans le soutien de ces grands industriels qui tiennent les médias. Il y a encore 20 ou 30 ans, il y avait plus de journaux indépendants. Aujourd'hui, en gros, vous avez 6 milliardaires qui tiennent le système. Ils ont intérêt à ce qu'un président serve leurs intérêts à la tête de la France. Ils tiennent les médias, ça sert à ça sert à faire de l'influence. Donc après, l'intérêt des médias français pour aller voir ce qui se passe en Algérie, je pense qu'il n'est pas énorme. Est-ce que sur place, vous qui avez été journaliste, j'en profite, une diaspora française, c'est 5-6 millions qui s'expriment. Alors il y a les élections municipales aussi. Bon, aujourd'hui, on parle de 7 millions. Bon, on pourra refaire une autre émission parce que le temps s'est écoulé, mais on parlait tout à l'heure du pouvoir politique. Il y a des élections municipales qui arrivent. Je pense que les élus, ils ont aussi un rôle et une prudence à avoir, mais même en dehors des élections, si vous voulez mettre une caméra sur une manif, il y a des millions d'Algériens dans la rue, évidemment qu'il y a des caméras, de toute façon, au pire, eux, ils vont filmer avec leur téléphone portable. Donc ça, cette image-là, elle va traverser, elle va arriver dans le monde entier. Mais le journalisme, ça peut aller un peu plus loin que juste une image d'un peuple dans la rue, c'est déjà très bien. Enfin, le journalisme, c'est oui, j'extrapole un peu parce qu'on a tellement rien. De faire de l'enquête sur l'aspect économique, sur l'aspect sécuritaire, sur les droits de l'homme. Où sont les enquêtes qui se font en Algérie aujourd'hui? Et elles ne se font pas, soit parce que la presse internationale n'a pas envie, ou n'a pas les moyens, ou n'a pas la curiosité, ou la solidarité. L'Algérie, c'est pas le bon exemple, puisque les presses qui sont assez libres depuis des années. Je crois que tout le monde aussi, il y a aussi l'impact. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi l'impact de ce qui s'est passé, de la dérive du printemps arabe, qu'aujourd'hui tout le monde reste, garde ses réserves. On ne sait pas où ça va mener. On préfère ne rien ou ne pas dire grand-chose que de. Si on exclut la sécurité énergétique, les dernières réactions, l'Europe et spécialement la France, l'Europe et l'Algérie, c'est qu'on exclut une grosse partie de ce qui se passe en ce moment, parce que tout ce qui se passe au monde, c'est une histoire de sécurité énergétique avec tout ce qui se passe là dans le Golfe. Alors du coup, l'Europe, elle a besoin de l'Algérie pour ne pas être entre le marteau et l'enclume qui est la Russie et les États-Unis. Du coup, c'est pour ça que maintenant, ils regardent ailleurs, ils pratiquent la politique de l'autruche. Mais c'est à nous de leur forcer la main, de les mettre devant leurs responsabilités. Et il faut le dire aussi, si vous permettez, 30 petites secondes. L'exemple algérien fait aussi des émules à travers le monde. Bon, c'est vrai que ça avait commencé un peu avant au Venezuela, si je me trompe, mais regardez ce qui se passe par la suite au Soudan, qui se débarrasse aussi d'un dictateur. Regardez ce qui se passe à Hong Kong, regardez ce qui se passe en Russie. En tout cas, l'Algérie, en Irak, en ce moment. Vous me prenez les mots de la bouche, l'Algérie est en bonne voie. Vous avez 30 secondes chacun, dans 30 secondes chacun. Avant que ça finisse, je vais faire une marche de Paris à Bruxelles jusqu'au Parlement. Je vais partir le 10. 8h du matin, 10 octobre, 8h du matin, symboliquement, je vais démarrer de la place de la République. Ça va faire 281 km avec les dénivelés. Ils m'ont dit que ça faisait un peu plus de 400 km. Je ne sais pas quand je vais arriver. À pied, à vélo? À pied. Et voilà, j'espère que je serai bien soutenu. En tout cas, notre chaîne va relayer et ça sera suivi sur les réseaux sociaux. J'ai appelé Madame
Maria Arena qui m'a promis un soutien verbal. Très bien. Rapidement, en 30 secondes, respectez s'il vous plaît, parce que c'est terminé. Comment vous voyez le 12 décembre? C'est la question que je poserai à tous mes invités sur ce numéro. Les portes seront fermées. Est-ce que ça sera toujours aussi pacifique? Parce que je pense que les bureaux de vote pourront être imposés à l'ouverture par le pouvoir. Cette journée du 12 décembre, rapidement. Oui, tout dépendra de l'évolution que prendra cette mobilisation. Bien sûr, là, il y a un rapport de force entre le pouvoir qui s'obstine donc à organiser cette élection et face à la détermination de la population qui demande un changement, non par ces élections et non pas de cette manière. Donc tout dépendra de cette évolution. D'ici là, il reste encore quelques jours, mais ça va aller vite. Pareil, en 30-40 secondes, ça se termine. Aussi, oui, ce 12 décembre, comment vous le voyez? Ce 12 décembre, j'espère que ça sera un non-événement. Très bien, pas d'élection pour vous. Pas d'élection, c'est tout mon souhait. Pareil, ça et des fans. Moi, j'ai grand espoir et j'espère que le peuple obtiendra ce qu'il demande depuis tant d'années. Voilà, donc il y a cette expression maintenant depuis plusieurs mois. Et que le 12 décembre, ce sera une. Alors là, il y a le sentiment, il y a l'émotion sans aucun aussi. Sens particulier. Moi, je pense l'analyse ou la réaction pour un régime, enfermer une contestation populaire dans une élection, fût-elle présidentielle, pour moi, c'est un piège. C'est une façon de renvoyer les Algériens à la niche. Je précise qu'il n'y a pas qu'en Algérie que ce type de tentation peut arriver dans la tête des dirigeants. Je pense qu'en France, ils aimeraient bien aussi que les gilets jaunes rentrent à la maison et se contentent d'aller aux élections une fois de temps en temps. Voilà, donc si vous voulez, c'est classique. On dit aux gens, va voter, après rentre chez toi tranquille, on va faire le travail. Moi, je dirais aux Algériens, comptez sur vous, pas forcément sur les dirigeants. Très bien, ouais. Heureusement qu'on n'a pas de représentants dans cette révolution. Ça nous sera plus facile d'instaurer une démocratie horizontale. Très bien, merci à tous les quatre. Allez, un dernier mot. J'exige et je demande à la diaspora algérienne, à travers le monde, de jouer pleinement son rôle et de prendre toutes ses responsabilités, parce que la diaspora a toujours joué un rôle majeur. On a été méprisé dans la dernière révision de la Constitution, et là, aujourd'hui, on doit s'emparer des choses et on doit aider nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, on doit être à leur côté, les soutenir jusqu'au bout. Les détenus. Et obtenir la grande victoire que nous espérons tous pour le monde entier et pour l'ensemble des démocraties. Merci à tous les quatre. Brahim Omansour, merci à vous. Je rappelle, vous êtes consultant en géopolitique et relations internationales. Azine Taibi, merci, qui nous a quittés tout à l'heure. Maire PCF de Stein, dans la Seine-Saint-Denis. Saïd Efad, merci à vous. Vous êtes conseiller municipal à Ivry, dans le Val-de-Marne. Ossine, bonne marche. Yayaoui, vous êtes citoyen franco-algérien. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Baptiste Rivoire, merci d'avoir été présent avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous allez à la pêche à l'information. 3 lignes en s'appuyant sur 6 ans d'enquête en Europe et en Algérie, des dizaines de témoignages et des centaines de sources. Il explique comment, dès 1980, un petit groupe de généraux algériens a conquis progressivement la corruption de la France-Algérie. Voilà en quelques lignes. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Ça se lit peut-être pas en une fois, mais en tout cas, vous apprenez énormément de choses. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité sur El Mararibia. Bonne soirée à tous et merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous ce soir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne soirée.